Salut YouTube, c'est Superboki. Nouvelle vidéo sur Batocera, qui est en fait la suite de mon entretien avec Nicolas, qui est un des développeurs principaux de cette distribution. On va ici aborder les bonnes méthodes pour installer Batocera et également te donner quelques informations sur le matériel dont tu as besoin pour faire fonctionner tes systèmes d'émulation préférés. Allez, c'est tout de suite. Eh bien écoute, maintenant sans plus attendre, on va avancer sur Batocera. Donc pour information, là j'ai installé la version bêta pour avoir accès aux dernières fonctionnalités. Je me rappelle plus c'est quelle version, c'est la V29. Voilà. Ça ressemble. Voilà, c'est ça, et c'est marqué, donc ça doit être ça. Elle est toute fraîche, c'est une installation toute fraîche que j'ai installée du coup sur une clé USB. J'ai utilisé moi Balena Etcher pour Batocera. Parce que j'ai vu sur des forums que certains disent qu'il ne faut pas utiliser Balena, il faut utiliser Rufus, et j'ai aussi vu l'inverse. Est-ce qu'il y a vraiment une vérité là-dessus? Alors, nous on fournit une image qui est exactement ce qu'il faut copier sur la clé. D'accord. Moi personnellement pour copier j'utilise un outil en ligne de commande sur Linux qui s'appelle DD qui fait exactement une copie bit à bit d'une image sur une clé USB, ça fait exactement ce qu'il faut. D'accord. C'est la même chose qu'on a si vous allez dans les menus de Batocera pour installer. Vous pouvez installer Batocera depuis Batocera, ça fera exactement une copie bit à bit du truc, marchera nickel. Après sous Windows il y a des logiciels qui servent à faire de la copie, mais qui en font plus parce qu'ils vont gérer on va dire certains cas, etc. Donc, selon les options qu'on va mettre dans ces logiciels, c'est possible que ça fasse pas ce qu'il faut. D'accord. Moi, j'utilise pas Windows. Ouais, donc t'as pas d'avis tranché sur les outils Windows pour. J'ai pas d'avis tranché. Je sais juste que j'ai déjà utilisé Rufus par exemple parce que j'avais une problématique, mais c'était par rapport au boulot. Ouais. Où clairement, parce que moi j'avais dit ben non, ça peut pas marcher. Et en fait, ça avait marché techniquement parce que Rufus avait fait une modification en live de mon truc. D'accord. Okay. S'il y a un mode ne rien faire si ce n'est copier, ça serait idéal. Quoi. Ouais, ça serait tellement beau de pouvoir faire une copie miroir sans rien rajouter en plus. Mais on peut le faire depuis Batocera, c'est à la limite. Là on est sûr qu'on a une bonne copie. Ouais, bah de toute façon on le verra quand on explorera les différents paramètres de Batocera. Donc ok pour ça. Batocera est donc fraîchement installé. Ma manette, c'est une manette bateau de Xbox, donc elle est reconnue de base. L'affichage est en HDMI, il est reconnu de base. Pour le son, j'utilise la prise de jack. Pour la captation, je vois sur mon retour que le son est reconnu aussi, comme quoi c'est bien sur la prise de jack. Donc première chose à faire, vérifier que les touches sont correctement configurées. Donc là, je vois que ça fonctionne. J'appuie sur Start pour avoir accès aux premiers paramètres. Et moi, pour ce tuto, je vais du coup aller dans System Settings et mettre en français. Hop. Tu m'avais dit que quand tu changes le langage, faut redémarrer pour avoir le changement de langue, c'est ça? Ouais, pour l'instant, il faudrait qu'on l'enlève ça. Ça soit fait en live, mais pour l'instant, il faut redémarrer. Ouais. Donc là, tu as téléchargé en fait de quand celle-là du 17 novembre, donc sachant qu'il y en a une qui est en cours là, là. J'ai fait la mise à jour ce matin, tu vois, j'ai pris la version stable sur le site de Batocera. Et une fois que je me suis connecté ici, j'ai fait rechercher les updates pour la version bêta et ça me l'a installé sur. Ok. Donc là, c'est le mode de fonctionnement de Batocera, c'est-à-dire que on met à disposition autant que possible des builds fraîchement compilés. Ouais. Ce qui permet plusieurs choses. D'abord, je sais pas si j'en parle maintenant, mais en tout cas c'est toujours pareil. C'est dans la logique de la cathédrale et du bazar. Donc nous, on travaille en mode bazar. Et en mode bazar, c'est du développement construit par la motivation des gens. Et du coup, un axe de motivation notamment, c'est de fournir, alors déjà donner la possibilité à quelqu'un de travailler toujours sur la dernière version. Quelqu'un qui a un souci, prend la dernière version, il teste, il a encore le souci, il nous le dit. Souvent, régulièrement, c'est corrigé dans la demi-heure ou peu importe, rapidement. Ouais. Le mec, on lui remet la build, il l'a un quart d'heure après, et il teste sur la dernière version et pof, il l'a. Ça fait que il va vouloir rester sur la dernière version. Nous, on va s'arranger pour que les mecs qui ont des soucis, et qu'en fait, les mecs qui utilisent la dernière version, les bêtas et tout, et qui nous rapportent les soucis, c'est les mecs les plus satisfaits, parce que c'est
on va corriger leurs bugs en fait au fur et à mesure. Et quand il y a une version stable qui sort, ils ont un truc où ils ont leurs bugs qui ont été corrigés, quoi. Du coup, ça va jouer à la fois sur la motivation des gars. Ils vont vouloir faire des tests, etc. sur la dernière version. Nous, ça va nous permettre d'avoir une version. La 29, on n'a même pas encore sorti les bêtas. Enfin, je sais qu'on a un truc stable. Il y a plein de gens qui se mettent sur la bêta justement pour avoir leurs bugs corrigés par rapport à la matériel. Des gars qui attendent que la version 29 sorte. Puis le jour de la 29, ils disent bah moi j'ai un bug avec mon matériel. Je leur dirais bah t'as pas à attendre parce que nous on va pas sortir une version, sauf gros problème, mais bien on sûr. va pas sortir une version, ça sera trop tard, quoi. Donc ça, il y a plein de mecs qui l'ont compris et qui du coup mettent à jour régulièrement. Alors toutes les versions sont pas mises à jour en permanence. Là tu prends la x86-64, parce que là elle est mise à jour très régulièrement. Après il suffit de me demander en fait. Il y a un mec qui me dit tiens moi je veux tester la Raspberry 3, je vois qu'elle a pas été mise à jour depuis une semaine. Ouf, je lui mets à jour et alors là ça met 3 heures parce que je viens pas de la builder. Ouais. Mais 3 heures après il l'a, quoi. D'accord, ouais, donc vous êtes assez réactif par rapport à ça s'il y a des demandes. Ça c'est automatisé ça, donc moi j'ai rien à faire. D'accord. Okay, sauf si je suis en train de travailler sur le Raspberry 3 et que ça m'arrange pas. Mais au pire il attend 24 heures et il l'a, le mec, quoi. D'accord, super. Du coup, vous êtes plus à faire genre des releases de bêta très régulières et des grosses releases de stable plus ponctuelles, c'est ça ? Ouais, alors plus ponctuelles. Après, le but c'est quand même de raccourcir. Hein. Ouais. Donc, c'est toujours pareil. Hein, moi, je suis exactement tout ce qui est dit dans le bouquin La cathédrale et le bazar, et notamment un release often. Hein, produire régulièrement des versions, donc tous les 2-3 mois. Et plus les versions cycliques très rapides, là, tous les jours. L'idée, c'est que les cycles V maintenant, l'autre façon de développer, c'est les cycles en V, une version tous les X années. Ouais. Alors, je vais donner l'exemple. Hein. Moi, typiquement, j'avais bossé sur Recalbox à l'époque. Ouais. J'avais fait mon port pour Odroid XU4. Il a été disponible en version officielle et donc à d'autres personnes 1 an et demi après. 1 an et demi après, on me dit tiens j'ai des bugs. Moi je dis mais moi c'était il y a 1 an et demi que j'ai bossé dessus, c'est plus le timing ou quoi. Ouais, bien sûr. Moi je fais un truc, je prends l'exemple du Raspberry 4. Le Raspberry 4 on l'a fait je sais plus quand, là au début de l'année. Ça nous a pris 2 soirs avec des maîtrises, on a fait ça. Lui c'est pareil, lui avait les infos et moi j'avais les compétences pour le faire. On a fait ça, donc le deuxième jour j'ai sorti une image. Les mecs ils ont testé le soir même. Et le lendemain, moi, j'avais une vidéo sur YouTube d'un mec qui m'expliquait tous les petits soucis qu'il avait. J'ai regardé la vidéo pour corriger, c'est-à-dire que j'avais pas encore testé sur le Raspberry 4. Ouais, bien sûr. Si ce n'est tester que ça bootait. J'avais même pas lancé un jeu. C'est-à-dire que j'ai découvert dans cette vidéo que la Dreamcast elle marchait bien. Je savais même pas qu'elle marchait super bien, quoi. Parce que j'étais un peu étonné que les performances soient plutôt bonnes. D'ailleurs, je fais une petite digression par rapport à ça. Excuse-moi. Le Raspberry Pi 4 par rapport à un Pi 3. En termes de performance, c'est vraiment intéressant ou pas tant que ça? Ah si, par exemple pour la Dreamcast, ça change tout, quoi. Sur Raspberry 3, c'est pas terrible. Après, on est bien en dessous d'un Android N2. Ouais. Tout le monde se jette sur le Raspberry Pi 4 parce que c'est... Parce que tout le monde l'a, voilà. C'est des effets de mode, des choses comme ça. Après, ils sont pas très chers, faut reconnaître, par rapport... Les Odroid sont un peu plus chers, on passe les 100 €. Mais par contre, Odroid, là, par exemple, pour la 29, on joue à la GameCube. Alors, je dis pas qu'on est à 60 FPS, mais Mario Kart, je suis à 57 FPS. Je suis pratiquement... Ah oui, non, hier, j'ai joué, ça joue nickel, quoi. Ça, on l'aura jamais sur un Raspberry 4, quoi. Même overclocké. Ah oui, même overclocké, en termes de perf, on est 2 fois moins, quoi. D'accord. Et alors, il y a peut-être perf CPU, parce qu'il y a le GPU aussi. Ouais. Pareil, la Saturn, je crois que la Saturn, elle marche pas très bien sur le Raspberry 4. Elle marche bien mieux sur des Odroid 2 ou des choses. Ok, écoute, je te propose à présent qu'on avance un petit peu donc, dans les paramètres. Alors, donc, ici, on a les informations donc, de base... du matériel, donc processeur, RAM. Il y a des informations qui sont intéressantes pour l'utilisateur, comme par exemple Vulkan, c'est ça? Vulkan ou OpenGL, parce qu'il peut y avoir des soucis de compatibilité. D'accord. Donc en gros, par exemple, oui, vas-y. On peut pas jouer à Nintendo 64 si on n'a pas OpenGL, je sais plus, 3.1, un truc comme ça, c'est écrit sur la page. La matrice de Batocera quand vous avez téléchargé là, il y a un petit lien. D'accord. On voit aussi le disque système. Donc moi, je vois ici que j'ai un disque système de 3 Go. C'est le partitionnement qui a été décidé de votre côté, c'est ça? Oui. En fait,
Batocera, donc il s'installe sur une clé, une carte SD, ce que vous voulez, Mm. et il coupe toujours en deux la clé. Mm. Une première partie où on va mettre le système. C'est pareil Ouais. pour tout le monde. Alors, faut pas du tout le voir comme un système Windows. Il y a beaucoup de gens qui comparent avec un système Windows et du coup, ils comprennent pas comment ça marche. Faut plutôt le voir à la limite comme un téléphone. C'est-à-dire que, en gros, c'est le firmware du téléphone. Tout le monde a le même quand on achète un téléphone. Ouais. Éventuellement, il peut y avoir des mises à jour firmware, mais en dehors de ça, tout le monde a exactement le même. Le même. Et ça, c'est la partie système. C'est la partie que vous voyez quand vous branchez votre clé Batocera sur un Windows. Cette partie-là contient aucune donnée, alors si ce n'est un paramètre pour savoir si on boot sur une clé externe, mais en dehors de ce paramètre-là, tout le monde a exactement la même. Et vous pouvez supprimer les fichiers, les remettre, n'importe. Vous pouvez ça pose aucun souci. Voilà. Et c'est ça qui fait que on peut passer. Là, t'es passé de la 5.27 à la 29. Ouais. Ce matin, là, ou hier, je sais pas. Tu peux repasser en 5.27, tu te remets en stable, pouf. Ça va juste te mettre à jour la première partition, c'est-à-dire le firmware. Le firmware, grosso modo, c'est un fichier qui contient Batocera. D'accord. Un fichier qui est le même pour tout le monde, enfin pour chaque distribution, mais qui est le même pour tout le monde. Ouais, pour chaque architecture. Oui, à chaque architecture. C'est le même pour tout le monde, quoi. D'accord. Et du coup, quand tu fais une mise à jour, genre quand je passe de la 5.27 à la 5.29, le fichier que tu télécharges en ligne, il se stocke en cache ou en tampon, il se stocke dans quelle partition? Alors, il se stocke, il est téléchargé dans la partie user data. D'accord. Mais après, ça, on va dire que c'est juste parce qu'il faut le télécharger quelque part. Ouais. Après, le fichier, il est, en fait, à un instant T. Ouais. T'as deux versions. Quand tu fais une mise à jour, tu as deux versions de Batocera. Tu as celle qui tourne, et puis tu as le fichier de firmware qui est stocké sur la partition de boot. Ouais. Et en fait, il y en a un qui s'appelle Batocera, celui-là qui tourne, et Batocera Update, celui qui est la mise à jour que tu as téléchargée. Et quand tu rebootes, ça va supprimer Batocera et remplacer par Batocera Update. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que pendant que tu es en train de faire ta mise à jour, tu peux jouer à des jeux vidéo, ça pose aucun souci, ton système il est pas en train de bouger. Ouais, si tant est que tu as assez de ressources, ouais. Sur un Windows, tu peux pas, par exemple, parce que ton système il bouge, il est mis en jour. C'est comme si le C2 il bougeait pas quoi sur un. D'accord, ouais, je comprends. C'est-à-dire que, en gros, sous Windows, si tu réinstallais Windows en dur, tu pourrais pas faire quelque chose d'autre en même temps. Tu es obligé de le faire, de dédier ton ordinateur à ça. Que là, en gros, ça prépare l'installation et dès que tu redémarras, ça fera la bascule et t'as rien à faire, quoi. En fait, Batocera, il n'y a pas d'installation à proprement parler. J'entends beaucoup le terme installation souvent. Ouais. Après, quelque part, on installe sur la clé USB, on fait une copie. En fait, il n'y a pas d'installation, on fait que déposer un fichier. Et quand on le met à jour, on remplace un fichier par un autre. C'est tout. Okay. Alors, à chaque fois, je dis un fichier. En réalité, il y a 2-3 fichiers de boot. D'accord, on comprend. En réalité, c'est Batocera Linux, ça veut dire deux fichiers. C'est Batocera et Linux. Si vous regardez, il y a deux fichiers. C'est ces deux fichiers qui font la distribution et c'est ça qui donne le nom à la distribution. Le nom des deux fichiers. Ok, pour parler un peu spécificité, quand tu vas installer maintenant Batocera, je parle pas de mettre des jeux, juste l'installation, c'est bien d'avoir quoi? Au minimum une clé de 4 Go, une carte SD de 4 Go? Au minimum? Oui, parce que alors sur x86, partition de base pour le système, elle est à 3 Go. Alors pourquoi 3 Go? Parce que Batocera fait 1 Go à peu près. Ouais. Et comme on a dit, il faut 2 fois l'espace, puisqu'à un moment donné, on a deux firmware d'installer. Et puis il faut un petit peu de marge pour les évolutions. Ouais. Donc on a 3 Go et du coup, si vous avez une clé de 4 Go, ça laisse 1 Go pour mettre des données. Ouais, c'est un peu juste. Des films, des jeux ou n'importe, c'est limite. Ouais, puis quand on voit la différence entre une clé de 4, une clé de 8 et une clé de 16, autant partir au sur... Au niveau des prix, autant partir sur 8, 16 ou plus. Quoi. D'accord. Mémoire disponible, tu vois que moi j'ai 16 Go. Pour de l'émulation, c'est un peu overkill. Pour jouer à des systèmes récents, je vais pas parler de la PS3 forcément, mais pour jouer à de la PS2 par exemple, combien de RAM suffirait par exemple? Je sais pas dire parce que j'ai pas regardé. Ouais. Je pense qu'un 4 Go ça va largement suffire puisque Batocera en lui-même, lui il prendra moins de 300 mégas, voire moins de 200 ou voire moins de 100, je sais pas. On tourne à mon avis entre 100 et 200 mégas. Enfin c'est rien du tout. Hein. C'est très léger. Raspberry 1. Donc en fait, quand vous avez... alors je prends l'exemple du Raspberry 4 par exemple. Moi j'ai le Raspberry 4 avec 1 Go, puisqu'avant il existait avec 1 Go. Ouais. Même en jouant à la Dreamcast et tout, il me reste de la place. Quoi. Donc les gens qui ont la version 2, 4 ou 8 Go... oui, il n'y a pas besoin. C'est inutile. Il n'y en a pas besoin. Après, ça dépend ce qu'ils font avec, s'ils font autre chose. Mais bien sûr, cas, pour Batocera... Sur Batocera, tel qu'il est aujourd'hui, ça sert à rien. Ouais.
peut-être à la rigueur pour certains jeux qui seront faits avec Wine, qui sont un peu plus gourmands, mémoire vive, je sais pas. Ou... Alors, si on faisait d'autres jeux, d'autres consoles, mais aujourd'hui, par exemple, le Raspberry 4, on n'aura pas il n'est pas assez puissant pour avoir, par exemple, la Wii, quoi, qui peut-être consomme plus. Il n'y aura pas Wine, c'est sûr, puisque Wine, pour l'instant, il marche correctement que sur de l'X86, donc du PC. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas de système qui justifie que il y ait plus sur un Raspberry 4. Après, là, sur ton PC, tu as 16 Go de RAM. Ouais. Peut-être qu'il y a des jeux sous Windows qui ont besoin de 16 Go de RAM, mais d'accord. il y a tant que ça, enfin voilà. Mais Oui, à part ça. Ok, donc pour au moins, si on reste sur le côté émulation, 4 Go pour l'instant ça suffit quoi. Émulation de console, j'entends. Ouais, bah même moi moi j'ai mes PC, j'ai des vieux PC à très bien quoi. Le Raspberry 1, il doit faire, je sais pas, peut-être 200 mégas, quoi, 256, je sais pas. Ouais, je crois, il était à 256 le premier Raspberry, ouais. Bon, après, c'est pas un foudre de guerre, mais ça, voilà, ça passe. Quoi. D'accord. La mémoire, il en faut, mais c'est pas ça qui va faire que ça va aller plus vite, mais marcher. Ouais, compris. Les deux critères, c'est le CPU et le GPU. Voilà YouTube, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de cet entretien passionnant avec Nicolas. Si tu as apprécié mon contenu, pense bien entendu à mettre le pouce bleu et à partager. Et à t'abonner. Moi je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut YouTube!